Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Break. Alors un épisode un peu particulier une nouvelle fois parce que après 2 Covid, mon partenaire Nico a décidé d'avoir une grippe. Et oui, pour l'info, il y a encore des grippes en Belgique, on n'attrape pas que le Covid. Et puis une émission particulière, on reçoit aujourd'hui Juliette Thévenin. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors elle est particulière parce que on ne se connaît pas. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre. La première fois, c'était pour la photo. Donc voilà, on va utiliser le break pour apprendre à se connaître et on va essayer de te poser des questions sur le sport, sur la vie, sur l'actualité, sur Charleroi. Donc voilà, démarrons tout de suite. Juliette Thévenin, un nom connu dans le volleyball. Même moi qui ne suis pas adepte de volleyball, je connaissais le nom puisque ton papa a été coach des Dauphines et a participé finalement à la grande épopée des Dauphines. Est-ce qu'on peut dire que tu es tombé dans le volley, dans la marmite du volley très tôt, dès l'enfance ? Oui, complètement. J'ai été née quasiment dans une salle de volley. J'ai commencé, moi, avec la psychomotricité dans le club de Mont-sur-Marchienne à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Et je n'ai jamais arrêté depuis lors. Donc, oui, non, c'est sûr, je suis née dedans. Alors, très vite, tu es destiné à évoluer au haut niveau. Comment ça se passe finalement, justement, parce que tu es dans une salle de volley depuis que tu as 3 ans. Comment est-ce qu'à un moment donné, on se rend compte que, oui, il y a des capacités, je veux dire, au-delà de la normale? Mais je pense, moi, personnellement, j'ai difficile à me rappeler ce moment où je me dis, OK, là, je peux peut-être rêver de jouer à haut niveau. J'ai difficile de reconnaître ce moment, en tout cas, où je me dis, voilà, ça y est, il y a moyen. Non, mais je prendrais comme repère à l'âge de 15 ans, où j'étais la joueuse supplémentaire, on va dire, en Liga aux Dauphines. Et j'étais avec l'équipe, je m'entraînais, je voyageais un petit peu avec les filles. Une des plus jeunes, 15 ans, c'est très jeune. Je jouais pas des masses, mais j'étais dans le groupe, j'apprenais ce que c'était la vie d'un sportif de haut niveau. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, oui, j'ai 15 ans, je suis quand même déjà en première division, malgré le fait que je ne joue pas des masses. Mais oui, non, si je le veux, il y a moyen, il faut juste travailler, quoi. Alors, après, voilà, les années passent et à un moment donné, il y a des grosses équipes qui te contactent et finalement, tu décides de traverser l'océan et d'aller jouer aux États-Unis, de t'inscrire à une université reconnue dans le volleyball. Comment on prend cette décision? Comment finalement, est-ce que tu as été contacté? Enfin, j'imagine, comment ça se passe en fait? Ça n'a pas été facile parce que déjà, avant cette décision-là, il y a eu la décision de jouer avec l'équipe nationale donc en 2009. Et déjà, à ce moment-là, ça n'a pas été une décision facile et c'est mon papa qui m'a poussée à y aller parce que c'est vrai que, oui, j'avais peur de m'engager déjà en équipe nationale. Pourquoi c'est pas une décision facile, l'équipe nationale? C'est pas quelque chose qui s'impose à un moment donné C'est énormément de sacrifices déjà, faut être honnête. Oui. C'est énormément de sacrifices. On met sa vie d'ado sur pause. Oui. Et puis voilà, j'étais la seule francophone parmi toutes les néerlandophones. Donc oui, j'étudiais le néerlandais à l'école, mais c'était pas non plus une langue que je parlais très bien. Donc c'était pas évident de prendre cette décision et de faire le pas d'y aller. Et au final, c'est aussi mon papa qui m'a encore une fois poussée à le faire. Et je lui en serai reconnaissant toute ma vie parce que ces années-là en équipe nationale et ensuite aux États-Unis, ça a été les plus belles années de ma vie. Oui. Et comment ça se passe aux États-Unis? Parce que t'es contacté, tu décides de t'inscrire. Mais en fait, j'ai été contactée grâce au fait que j'étais en équipe nationale. C'est ça. Donc on a joué plusieurs tournois de qualification au championnat d'Europe, au championnat du monde. Et à ces tournois-là, les coachs américains viennent en recrutement. Certaines universités, pas toutes, parce que certaines universités préfèrent recruter uniquement des Américaines. Et donc j'ai été contactée par 2 coachs. J'ai été contactée par le coach de l'université où je suis allée et l'université de Virginie. Et en fait, le coach de Caroline du Sud m'a proposé d'aller visiter justement l'université. Les installations. Voilà. Et donc, je suis allée express 3 jours en juillet 2010. Tu as quel âge donc à cette époque-là quand tu décides? 18 ans. 18 ans. Je viens d'avoir 18 ans. Ouais. Et je décide l'année même, je décide au mois de juillet de dire OK pour partir en août, quoi. Donc ça s'est fait très très rapidement. Et tu passes combien d'années alors aux États-Unis?
J'ai passé 4 ans et demi. Donc, 4 ans j'ai et passé 4 ans en cursus scolaire, vraiment dans l'équipe. Donc, j'ai fait 4 saisons. Et puis, j'ai fait une demi-année supplémentaire. Et là, j'ai eu la chance de jouer au beach volley. Ok. Avec des titres de MVP. Donc, pour Oui. les gens qui ne savent pas, MVP, c'est meilleur, on va dire, meilleur joueur de l'équipe, des choses comme ça. Donc, Voilà. bien. Et tu es la seule Belge à ce moment-là dans les cursus universitaires ou il y en a d'autres? Alors, il y en a d'autres. Il y en a une qui venait de terminer, qui jouait au golf. Oui. Elle venait de terminer quand moi je suis arrivée. Et puis pendant que j'étais là, il y en a d'autres qui sont arrivés également, mais pas dans le volley en tout cas. Pas dans le volley. Non. Dans le volley, t'es la Ouais. seule Belge. Et qu'est-ce qui te pousse à revenir? À quel moment tu décides? Est-ce que c'est parce que c'est la fin de ton cursus ou est-ce que tu avais en prévision dès le départ de revenir ou comment ça se passe? J'avais à la base, oui. À la base, j'avais dit je vais faire mon. À la base, j'avais dit je pars 1 an déjà. Donc et puis voilà, Ça a après duré 6 4 mois, ans. voilà, après 6 mois, pour moi c'était clair, je restais là-bas. Après, je voulais revenir. Je voulais revenir. Pourquoi? Parce que j'ai été contactée par Farciennes, qui à ce moment-là était encore en Liga, et qui m'ont proposé. Liga de terminer- Division 1 pour C'est ça. pour les gens qui Ouais. ne. Voilà, En je première précise. division, qui m'ont proposé de terminer donc la saison avec eux parce que je suis revenue au mois de janvier en fait. Ok. Et donc la deuxième partie de saison allait commencer et ils m'avaient proposé de prendre part à l'aventure et j'ai accepté. Il faut savoir qu'à l'époque j'avais un petit copain aux États-Unis et donc moi dans mon esprit voilà je revenais, j'avais la chance de pouvoir jouer encore un petit peu, mais c'était pour après envisager d'aller Repartir aux vivre États-Unis. là-bas quoi, oui. Et puis voilà, les choses se sont faites naturellement. Je suis restée ici, puis ça s'est terminé avec mon petit copain. Et voilà. Après, j'ai eu un trou. Ouais, après Farciennes, j'avais décidé de re-signer avec Charleroi à ce moment-là. Et puis j'ai eu un trou. J'ai eu totalement un burn-out en fait du volley. Et je ne pouvais plus voir un ballon, je ne pouvais plus voir un match, je ne pouvais plus vraiment. Ça arrive plus quand on est entendre sportif parler. de haut niveau à un moment donné de se dire Je pense. j'en peux plus. Je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui ne se l'avouent pas et donc qui continuent parce qu'ils se disent j'ai la possibilité de le faire, j'ai les moyens, voilà, j'ai le talent, je dois le faire. Oui, j'imagine qu'autour, il y a c'est de Il y se a dire beaucoup. t'es chanceuse, il y a Voilà. beaucoup de travail, mais t'es chanceuse d'avoir le talent, tu peux C'est pas ça. abandonner. Voilà, entre il y a guillemets. beaucoup de pression externe aussi. Hein, je Tout veux à dire, fait. on veut aussi faire plaisir aux parents, à la famille, aux amis, aux coachs. Au sacrifice que tu as fait aussi dans ta Exactement. jeunesse. Et donc voilà, j'ai plus joué pendant 1 an et demi. Et ensuite, un coach que j'aime beaucoup, Philippe Van Escott, a signé lui à Charleroi et m'a proposé de rejoindre l'aventure. Et voilà comment c'est reparti. Aujourd'hui, tu es au Tchalou, capitaine de l'équipe, enfin, Non. pas capitaine, mais Non. dans les allez. On va dire leader. Voilà, dans les leaders, Voilà. c'est le bon mot. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce défi De Tchalou? de Tchalou? Tchalou, c'est un club qui me tient beaucoup à cœur parce que j'y ai passé aussi des années En jeune. En jeune, oui. J'ai une grande partie de ma formation qui a été donnée par Tchalou. Et c'est vrai que le projet qu'Hugo m'a proposé, donc moi je revenais de blessure, hein, on n'avait aucune certitude quant à la forme dans laquelle j'allais revenir. Ouais, il faut dire que tu as une grave blessure pour. Voilà, pour en pour une- 2020, j'ai eu les ligaments croisés, le ménisque, donc j'ai dû me faire opérer 2 fois. Les ligaments croisés qui étaient un peu la blessure dans tous les sports, Je pense. la blessure Voilà, je pense. grave J'ai des eu- sportifs. Quoi. J'ai eu beaucoup de complications suite à l'opération, donc voilà, je pense que personne n'aurait parié sur moi, je pense honnêtement, et maintenant quand je revois des gens, c'est vrai qu'ils me disent moi j'aurais jamais imaginé que tu serais revenu, c'est très mal me connaître, mais voilà, je crois que Hugo a cru en moi, et le fait que lui me donne ma chance et croit en moi alors que j'étais au moment où on a discuté, voilà, il y avait vraiment aucune certitude que j'allais un jour rejouer au volley, ressauter. Ou... À ce point-là. Ouais. Et donc le fait qu'ils croient en moi et qu'ils me présentent le projet que eux avaient, j'ai pas hésité une seconde. Alors, maintenant, on va plutôt parler de toi. Voilà, tu fais du volley, c'est un sport de haut niveau, ça demande beaucoup de sacrifices, tu l'as dit. C'est quoi la semaine type de Juliette ? Alors moi, c'est pas une semaine type comme on va dire les autres ou les filles de mon équipe, parce qu'évidemment, on a toutes des vies différentes. Il y en a qui sont encore à l'école. Il y a 3 étrangères aussi qui, elles, sont professionnelles à temps plein. Ma semaine à moi, donc moi, je travaille à temps plein chez Raposo. Je travaille Pour ne à pas temps les plein citer. pour ne pas les citer, voilà. Je fais un petit coup de pub aussi. Je travaille donc du lundi au vendredi.
Je suis au bureau à 8h jusqu'à 17h. Et puis je pars directement à l'entraînement. Donc j'ai entraînement de 18h30 à 21h30, donc quasiment tous les jours. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai gardé une séance de kiné le lundi. Comme ça, je continue le renforcement pour mon genou lié et à ta pour mon blessure. corps. Voilà, pour mon genou et pour mon corps, c'est important. Et le mardi, jeudi et vendredi, donc j'ai entraînement de 18h30 à 21h30. Le mercredi, on a repos. Ici, du coup, la fin de la saison, c'est un peu plus mouvementé, comme il y a eu pas mal de matchs qui ont été reportés à cause du Covid. On joue beaucoup en semaine. Mais voilà, la semaine type, donc c'est 4 jours d'entraînement ou préparation physique et 1 jour de repos le mercredi. Et donc, dans tes jours d'entraînement, tu pars à 8h du matin et tu rentres à 22h. C'est un peu ça, la journée type. Voilà. C'est ça la journée type. Ouais, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais finalement, le sport de haut niveau qui n'est pas professionnel demande encore plus de sacrifices qu'un footballeur qui est professionnel et qui ne pense qu'à ça, quoi. Bien sûr, c'est sûr qu'un footballeur a plus de temps à consacrer uniquement à son sport. Je veux dire, il n'a pas d'autre tracas à côté. Mais à sa famille aussi, du coup, finalement. Voilà, il n'a pas d'autre tracas professionnels à côté, à part le sport, c'est sûr. Mais voilà, moi, c'est une vie que j'ai choisi de vivre parce que j'aurais pu ne pas travailler et décider d'en faire ma carrière, bien sûr, j'aurais pu. Mais j'ai toujours fait passer les études et le travail avant le volley. J'ai toujours été honnête envers moi-même et envers les autres par rapport à ça. Et ça me convient totalement ce genre de vie. Aujourd'hui, en Belgique, il y a des joueuses qui sont professionnelles, qui ne vivent que de ça, que du volley ? Il y en a, ce sont beaucoup des étrangères, pas des Belges. Les Belges en général, soit elles travaillent à côté, soit elles vont encore à l'école, ou alors à partir du moment où elles veulent devenir professionnelles, dans ce cas-là, elles vont à l'étranger. Et au niveau d'une carrière, on estime finalement, c'est plus ou moins à quel âge la fin d'une carrière en volley ? Est-ce que c'est le même que dans le football, dans le basket, 30-35 ans, ou c'est plus... Je pense que, oui, je veux dire, ici, il y a certaines joueuses dans certains clubs qui ont, proche des 40 ans. Donc, après, voilà, le corps vraiment prend cher pour tout sportif de haut niveau. Voilà, on commence à avoir des petits bobos à gauche, à droite. Et je crois que c'est important d'écouter son corps là-dessus. Mais je pense qu'au volley, il y a moyen de tirer un peu plus en longueur qu'au football, oui. Et toi, où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Est-ce que tu te vois toujours dans le volley ? Est-ce qu'à un moment donné, tu as envie de devenir coach, de devenir... c'est quoi ? Ou est-ce que tu te dis, moi, quand ma carrière sera finie, comme certains sportifs se disent, moi, quand ma carrière sportive est finie, je passe à autre chose et je ne reste pas dans le sport. Non, je pense que justement, la pause que j'ai fait en 2016, je pense que c'était, ça m'a permis de me rendre compte que voilà, j'ai pas envie de vivre sans volley. J'ai pas envie de dire basta et de ne plus rien avoir à faire avec le volley. C'est pas du tout là-dedans que je pars. Je pense que ma carrière, bien sûr, on est plus vers la fin que vers le début. Et j'envisage, oui, de continuer, de garder un rôle au sein du club, de Tchalou, bien évidemment. De Tchalou, vraiment, tu te vois après carrière Voilà, les projets du club et les gens qui sont là, ça me correspond totalement. Ça me correspond vraiment totalement. Et la mentalité, vraiment, tout est pensé, tout est réfléchi. Il n'y a rien qui est fait au hasard. C'est vraiment un club qui a des ambitions et qui met en place les gens pour justement atteindre les objectifs. Et j'en ai déjà discuté d'ailleurs avec le staff et je garderai une position dans le club. Elle n'est pas encore définie au jour d'aujourd'hui. Mais il y a un plan, en tout cas à long terme, post-carrière. Il y a un plan de continuation après ma carrière de joueuse. Alors, maintenant, on va parler un peu de Charleroi. Toi qui t'as beaucoup voyagé, t'as vécu aux États-Unis, t'as beaucoup voyagé grât au volley aussi, puisque Bien tu sûr. visites des villes chaque semaine. Pas beaucoup, non, mais bon. Qu'est-ce que tu penses de Charleroi ? Quel est ton lien par rapport à cette ville ? T'y es attaché ou pas vraiment ? Enfin, je connais un peu la réponse, sinon tu serais pas ici. Mais voilà. Qu'est-ce que tu penses de Charleroi ? Même une personne étrangère à Charleroi qui vient à Charleroi dira, à Charleroi, il y a quelque chose de spécial, il y a les gens, il y a l'atmosphère, il y a toujours ce petit quelque chose. Et au final, mon mari me le dit tout le temps, il me dit, t'as vu, t'es parti aux États-Unis et tu reviens quand même à Charleroi. Il me dit, t'étais quand même dans la vie que tout le monde rêve. Tout le monde rêve d'avoir cette vie aux États-Unis. Et t'es quand même revenu. Voilà, et t'es quand même revenu à Charleroi. Voilà, les gens peuvent se moquer de Charleroi, que c'est moche, que c'est gris, qu'il pleut.
je suis là, aujourd'hui je suis là, malgré le fait que j'ai vécu 5 ans aux États-Unis, et c'est la vie dont tout le monde rêve, et c'était... Les gens me demandent souvent, est-ce que tu as vécu ce qu'on voit à la télévision ? Oui, j'ai vécu ce qu'on voit à la télévision. C'est vraiment ça, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est vraiment la vie que tout le monde rêve, en fait, de se dire dans les univs, C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Et malgré ça, je suis à Charleroi aujourd'hui. et voilà, j'ai acheté une maison ici. Et je ne compte pas m'en aller de Charleroi parce que, voilà, il y a quelque chose ici dans la ville qui fait qu'on s'y sent bien. On s'y sent bien et on y revient. On est chez nous. Voilà, on est chez nous et on y revient peu importe où on va. Allez, merci Juliette. On va passer maintenant à l'interro-surprise. Donc, pour ceux qui nous suivent, ils savent que l'interro-surprise, c'est des questions un peu plus décalées où on essaye d'en savoir un peu plus sur toi. On va utiliser ici justement pour savoir un peu plus sur ton sport. Alors, pour toi, quel est le pays du volley ? Est-ce qu'il y a un pays spécifique en disant ça c'est vraiment le pays du volley où ils sont meilleurs au niveau international Pour moi, c'est l'Italie. C'est l'Italie ? L'Italie n'est peut-être pas ce qu'ils étaient avant au niveau résultat, en tout cas des équipes. Mais c'est sûr, je pense qu'on demande à 80% des volleyeurs quel est le pays du volley. En tout cas, c'est l'Italie parce que oui, ils ont une histoire dans le volley qui fait qu'ils ont toujours eu les plus grands joueurs de volley recrutés dans leur club. Donc c'est l'Italie, clairement. Tant au niveau international que des clubs, comment ça se passe ? Il y a des coupes d'Europe de clubs au volley aussi. Il y a plusieurs choses. Les questions de néophytes, désolé. Voilà. Mais... Non, il y a plusieurs... donc il y a les coupes d'Europe de clubs. Ça se passe comme dans le football, hein. C'est la Champions League, et puis en dessous on appelle ça nous la CEV Cup, donc c'est l'Europa League, c'est ça. L'Europa League. Donc c'est le même principe exactement dans le volley. Et puis bien, il y a les équipes nationales qui font, tout comme le foot également, les championnats du monde. Et est-ce qu'il y a un Lionel Messi dans le volley, un ou une ? Est-ce qu'il y a vraiment des joueurs qui se détachent ? Est-ce que c'est des Italiens ou est-ce que là, je veux dire... Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ben oui, comme on aura Ronaldo, comme on aura Mbappé. Oui, il y en a plusieurs. Il y a Paola Egonu en Italie qui est monstrueuse. Elle a un physique... elle est déjà très grande, elle est très très fine, elle n'a presque pas besoin de sauter, malgré ça elle saute comme un lapin, et voilà, elle est très très impressionnante. Et puis on a des joueuses un peu moins impressionnantes physiquement, mais qui font le job tout autant qu'elles, comme Ak en Turquie, parce que la Turquie est aussi un gros pays du volley. Donc oui, il y a des Messi et des Mbappé dans le volley aussi, ouais. Si tu devais nous parler de ta plus belle victoire, est-ce que tu as un match, à un moment donné, un titre ou quelque chose en te disant ça, au niveau de ma carrière, c'est ma plus belle victoire ? C'était certainement, c'était un match aux États-Unis où on a gagné contre nos rivales à ce moment-là. Et en fait, on revenait de 2 années où on n'arrivait vraiment pas à battre cette équipe. Et juste le fait d'avoir gagné, voilà, pour l'école, pour l'État de Caroline du Sud, le fait que la balle aille dans l'autre camp, parce que c'était justement une autre université de Caroline du Sud, voilà, c'était énorme, et je crois que c'était l'exploit du siècle. Et très proche de ça vient ma victoire contre Charleroi en Coupe de Belgique. Ici dernièrement, alors. Voilà. Est-ce que tu as un regret au niveau de ta carrière, hein ? Est-ce que tu as un regret au niveau du volley ? Non, parce que je pense que j'ai toujours été, comme je disais, j'ai toujours été honnête envers moi-même. Je n'ai jamais voulu faire ma carrière en tant que volleyeuse professionnelle. Donc, je pense que d'autres personnes ont des regrets pour moi, en fait. Je crois que plusieurs personnes auraient voulu que je continue, que je sois professionnelle, parce que je pense que oui, j'en avais les moyens. Mais non, moi en tout cas, j'ai aucun regret. J'ai écouté ma tête, j'ai écouté mon cœur. Quand j'en avais trop, j'ai pu dire stop. Peut-être que si tu les avais pas écoutés, tu jouerais plus au volley aujourd'hui. Exactement. En fait. Je crois que c'est important d'écouter son cœur et son corps aussi maintenant, parce que voilà, pour moi, c'était un moment où j'avais besoin de souffler et d'arrêter. Et grâce à ça, j'ai repris plaisir encore plus en revenant, en fait. Et, c'est ça. Et aujourd'hui, tu le disais tantôt en disant, c'est parce que tu as arrêté qu'aujourd'hui, tu sais que tu n'as plus envie d'arrêter. Voilà, finalement. C'est ça. Et j'ai vécu sans volley. J'ai revécu une 2e fois sans volley à cause de ma blessure. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de, zut, en fait... ça me manque. Ouais, voilà, ça me manque, quoi. Ça manque vraiment. Et même si c'est énormément de sacrifices, comme je le disais,
c'est une vie particulière. Voilà, on rencontre des personnes, on vit des choses super intenses avec l'équipe, avec les coachs, avec le staff, avec les bénévoles. C'est vraiment, c'est une famille. C'est une famille et tous les sacrifices en valent 1000 fois la peine. Est-ce que tu avais une idole ou un idole étant petite dans le volley ou autre en disant ben voilà moi je voulais je veux être telle personne? Non, j'ai jamais espéré être comme un joueur ou une joueuse parce qu'en fait j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment reconnu mon talent, mon niveau et la personne la joueuse que je pouvais être en fait. Et donc c'est peut-être qu'aujourd'hui tu es une idole de certaines joueuses dans les écoles de... Non mais voilà, on sait bien que dans les écoles de jeunes, l'équipe première, on est un exemple. Voilà, c'est sûr. ça. Et ça, le club met beaucoup d'importance là-dessus. Et c'est super important parce que ces petites qui viennent faire les ramasseuses de balles pendant les matchs, ben moi j'étais la ramasseuse de balles. Quand mon papa était coach à Charleroi, c'était moi. Et ces joueuses, c'est vrai, ces joueuses qui étaient dans l'équipe de papa, c'était... Voilà, je m'en souviens encore maintenant, j'en reparle encore maintenant aux joueuses de mon équipe. C'était des filles que j'admirais, mais je sais pas, j'aspirais pas à être elles en fait. Je les adorais, c'est ça, mais plutôt, tu les admirais, mais c'était pas... Oui, c'est ça. J'aimerais bien être là un jour, quoi. Mais non, je pense que c'est super important d'être un exemple pour toutes ces jeunes et de montrer que c'est possible parce qu'au début, je veux dire, on est toutes des petites filles qui jouent au volley et après, à force de travail, ben voilà, après, c'est sûr, il faut aussi que ce soit... je crois qu'il y a une partie qui est innée et on ne s'apprend pas. Voilà, comme Ronaldo, comme Messi, je crois que c'est des gens qui ont ça dans la peau dès la naissance. Oui, mais il faut du travail. Sans travail, tu ne le développes pas. Exactement. Et ça, il faut aussi que les jeunes comprennent qu'on n'arrive pas là d'un coup de baguette magique, malheureusement. Alors, c'est pour le clin d'œil, mais j'ai préparé l'émission avec ton mari, Michel, et il m'a envoyé certains trucs. Et il m'a envoyé une phrase qui m'a fait sourire et je voulais revenir avec toi là-dessus. Il m'a mis... Juliette habite Montseurmarchienne avec son mari et son chien qu'elle aime plus que tout au monde. Et en fait, je voulais savoir, c'est lequel des deux que tu aimes dans sa phrase que tu aimes le plus au monde? Est-ce que c'est ton mari ou est-ce que c'est ton chien? Le chien. Il veut dire le chien parce que on est d'accord tous les deux. C'est le chien, c'est notre bébé. Allez. Si tu n'avais pas fait de volley, est-ce que tu aurais pu faire un autre sport? Souvent, on dit que voilà, les sportifs de haut niveau sont doués dans plusieurs sports. À l'université aux États-Unis, est-ce que tu as aussi pratiqué d'autres sports? Est-ce qu'il y avait un autre sport où tu te dis, tiens, si j'avais pas fait le volley, j'aurais pu? Non, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup goûté à d'autres sports. Parce que oui, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a énormément de sports je veux dire, les gens sont attirés par énormément de sports à la fois. Mais non, j'ai jamais vraiment pratiqué d'autres sports. Quand j'étais plus petite, j'ai fait un petit peu d'équitation. J'ai vite arrêté. C'était le volley. C'était j'ai jamais eu en tête, tiens, j'essaierais bien de faire autre chose, quoi. Non. Comme tu dis, aux États-Unis, la culture du sport, ça doit être encore autre chose qu'ici. Enfin, on sent que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un monde à part. C'est vraiment... les infrastructures sont absolument incroyables. Après, les moyens sont là aussi. Hein. Les universités ont des moyens énormes. C'est, à mon avis, comparable à des clubs, je ne sais même pas ici en Belgique si je peux comparer au club d'Anderlecht par exemple, mais les moyens sont vraiment énormes. Et quand on voit tout ce qui est développé au niveau psychologique, au niveau physique pour les joueurs, pour les athlètes, niveau encadrement, c'est des moyens malheureusement qui ne sont pas négociables si on veut mettre une structure pro en place. Ce sont des moyens qui sont nécessaires. Alors maintenant, une question un peu plus légère. Ta chanson de la victoire. Est-ce que tu as une chanson en disant, voilà, c'est quand tu as une belle victoire ou c'est cette chanson-là que tu as envie d'entendre ou d'écouter? C'est pas moi qui décide des chansons, donc ça, il faudra demander à ma coéquipière Océane. Je ne sais pas si elle est en train de regarder le live, mais Océane, si tu regardes, peux-tu, s'il te plaît, nous donner la chanson de la victoire? Parce que je ne la connais pas. Et est-ce que tu as une chanson que tu écoutes quand tu es triste? Est-ce qu'à un moment donné, il y a une chanson qui te remet du baume au cœur? Moi, j'ai des chansons comme ça, où à un moment donné, ou alors quand une journée démarre difficilement, je la mets et ça me motive. Dans le sport ou dans ta vie de tous les jours? Non, je dirais pas de chanson en particulier, mais si on me met du Beyoncé d'office, c'est bon. C'est bon. Alors, est-ce que tu es plutôt film, série ou bouquin? Bouquin.
Bouquin, Sans hésiter. grande lectrice. Oui. Et si tu devais nous Malheureusement. conseiller un bouquin, conseiller un bouquin aux auditeurs, aux spectateurs. Mais je viens de lire un très bon bouquin que Sarah de Padua m'a recommandé, parce qu'il faut savoir qu'elle est dans le club, hein, Oui. sa petite fille joue à Tchalou. Et Sarah avait recommandé un bouquin sur Instagram. Malheureusement, je ne me souviens plus exactement du titre. Tu mais nous c'était aides pas, La le Fée- titre... C'était la fée quelque chose. Le titre de la chanson, tu ne l'as pas. Le bouquin, ça ne va Non, mais pas. je n'ai pas de titre de chanson. Je dis Beyoncé, n'importe quelle chanson. Mais le titre du livre, c'est La Fée quelque chose, mais je ne me souviens plus. Si tu devais partir sur une île déserte et emporter 3 objets. Des objets ou des personnes? Des objets. Un bouquin, Un bouquin. clairement. Mais du coup, un GSM... Non, on n'a pas de service sur un... Un sur GSM, un allez, île on accepte, on accepte pour le que je puisse GSM. voir mes personnes. Et alors, troisième chose, sur une île déserte. Un bouquin et un GSM. On en gardera que 2. Bah oui, puisque je ne peux avoir Pas personne. une personne, donc, mais allez, bah ton oui. chien, si Bah, jamais c'est ce tu que j'allais peux. dire. Ouais, c'est ça. Je peux considérer mon chien un objet, mon chien. Sur le terrain, est-ce que tu es plutôt mauvaise perdante? Mauvaise perdante dans quel sens? Mauvaise foi? Non, mauvaise perdante dans le sens où si tu perds, tu vas passer une mauvaise soirée. Non. Peut-être que les personnes autour de toi vont passer Non. une mauvaise soirée aussi. Comme je dis toujours, hein, ça peut choquer des gens. Un match perdu, un mauvais match, un match totalement loupé ne m'a jamais empêché de dormir. C'est ça. Jamais. Tu ne ressasses pas, Jamais. c'est fini, c'est passé, quoi. Ouais. Alors, gros match dans moins de 10 jours contre Charleroi. C'est important, c'est un derby. Déjà, c'est un derby, mais en plus pour toi, c'est un match important parce que tu parlais de ta victoire contre Charleroi Oui. dans les Mais victoires. c'est sûr que c'est un match particulier parce que voilà, Charleroi, c'est un club aussi qui a compté pour moi. Et c'est sûr qu'un derby, en plus, c'est toujours un match particulier. Surtout qu'on a gagné les 2 premiers matchs. Donc le premier match de Coupe de Belgique, on a battu Charleroi. On était mené 2-0, on est revenu à 3-2 et on a gagné le match. Ici, la semaine dernière, malheureusement, je n'ai pas pu jouer parce que j'étais un peu blessée. L'équipe était encore menée 2-0 à Charleroi, cette fois-ci en championnat. Et la remontada, encore une fois, on a gagné 3-2. Donc... Jamais 203, c'est sûr, ça que tu veux, j'espère, c'est ça que tu veux insinuer. J'ai envie de dire jamais 203. Maintenant, voilà, il faut rester réaliste. Charleroi est une bonne équipe et nous, on va devoir être à fond si on veut encore se donner une chance de gagner. J'espère pouvoir jouer. Hein. Je suis de retour sur le terrain. Je ne suis plus blessée. Donc oui, je pense que toutes les filles sont très très motivées. Et puis c'est un match aussi important pour la suite parce qu'après c'est les playoffs qui commencent. C'est ça. Et donc c'est important de bien terminer la saison en tout cas. Et si tu gagnes et que tu es interviewé, est-ce que tu pourrais dire que tu as fait un super match parce que justement tu as fait un excellent break cette semaine-ci? Est-ce qu'on peut te donner ce petit défi? Allez. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Je vais te poser la dernière question qu'on pose à tous nos invités. Et toi, Juliette, en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu fais un break? C'est quoi pour toi le break idéal en disant, voilà, à ce moment-là, je me sens vraiment bien et je me ressource? Je vais pas dire que j'éteins mon GSM et que je coupe les réseaux sociaux parce que ça serait pas vrai, parce que c'est pas ça pour moi faire un break. Mais moi, juste me plonger dans un bouquin et prendre du temps pour moi. C'est sûr que c'est considéré comme un moment où je déconnecte totalement. C'est le seul moyen de déconnecter pour moi, c'est de vraiment me plonger dans un autre monde en fait. Je me plonge dans un autre monde et après c'est sûr que tout le monde ne peut pas le comprendre parce que par exemple mon mari il rigolera quand il commence un livre, il lui faut je vais dire 15 minutes pour lire une page parce qu'il doit la relire 4 fois parce qu'il n'arrive pas à se concentrer. Mais les personnes qui aiment lire comprendront que voilà, dès qu'on se plonge dans un livre, on est transporté dans un autre monde. Déconnecté et complètement. Totalement déconnecté de la réalité. Alors, je regardais mon GSM parce qu'on a quand même... Donc, on a Océane qui a répondu. Ah, merci Océane. De Pizza Hut Song, puisque c'est celle de notre équipe cette année. Alors, après, elle enchaîne. Tu passes trop bien, Juliette.
et je veux bien venir sur l'île déserte en tant qu'objet avec toi. Donc ça, c'était pour le petit message d'Océane. Et alors, on a une question de mon partenaire Nicolas et on lui laissera le privilège de poser la dernière question. Quelle est la place, c'est une bonne question, du volley belge dans le paysage mondial, au niveau mondial? Est-ce qu'on est dans le top? Est-ce qu'on n'est pas du tout dans le top? Comment est-ce que tu évalues la place du volley belge? Alors, malheureusement, en senior, on va pas dire qu'on n'est pas bon. Il y a du potentiel. Malheureusement, il y a beaucoup de bonnes joueuses, donc nos bonnes joueuses belges qui sont actuellement à l'étranger, dont Lise Van Eck, Ilka van de Wever, Laura Herman. Toutes ces joueuses-là ne jouent malheureusement plus en équipe nationale suite à un conflit avec l'entraîneur. Il y a d'ailleurs une enquête qui est en cours. Il y a des choses qui se sont passées au sein de l'équipe nationale et il y a eu quelques petits soucis à ce niveau-là. Mais je pense que malheureusement, on n'a pas les talents qu'on devrait avoir si on veut rivaliser avec des équipes comme les États-Unis, comme l'Italie. On reste un petit pays aussi. Voilà, exactement. Il faut rester réaliste. Vu la taille de notre pays, on a moins de chances d'avoir des talents comme ils ont aux États-Unis, comme ils ont, comme je disais, en Italie, en Turquie, au Brésil. Ça reste les grosses nations du volley. Et malheureusement, la Belgique est encore un petit peu à la traîne. Allez, mais en tout cas... Mais moi, j'ai quelque chose pour vous. Ah. De la part du club. Oui. J'espère que tu le mettras. Merci. C'est l'emblème. Voilà, c'est le Tchalou. Du club. Eh ben voilà. Eh ben merci beaucoup. Je ne te promets pas que je le mettrai au prochain break, mais moi je fais pas beaucoup de volley, je fais plutôt du paddle et je ferai une photo pour m'entraîner au paddle avec le Tchalou. Merci beaucoup Juliette d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment une belle émission. On a pu faire plus ample connaissance, connaître un peu plus ce sport qui est le volley, qui est finalement très peu médiatique, enfin en tout cas peu médiatique par rapport à d'autres clubs. On te souhaite bonne chance pour le match. Après, voilà, on est quand même Carolo, donc moi je dois rester neutre un match entre Tchalou et Charleroi. Et on suivra. Et alors, si tu gagnes, on suivra ton petit gage de dire il faudra citer le break. Mais alors, prochain match contre Charleroi. Je devrais supporter Tchalou. Pas le choix. Allez, d'accord. Merci beaucoup, Juliette. Merci à vous. Et donc, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel invité. Bonne soirée à tous.